Donc on aborde maintenant la question de l'entreprise inclusive. Comment ne laisser personne, aucun senior sur le bord de la route? Le tableau n'est pas des plus réjouissants. Un salarié de plus de 50 ans sur 3 dit subir ou avoir subi une discrimination au travail. Les seniors ont souvent l'impression d'être victimes de la culture du jeunisme. Les formations, les promotions, les augmentations sont attribuées aux jeunes. Et puis les vieux ne comprennent rien aux nouvelles techniques, aux réseaux sociaux et compagnie. Un candidat de 48-50 ans a 3 fois moins de chances de passer le tri du CV qu'un plus jeune. Pour évoquer cette problématique, nous avons la chance d'avoir 3 praticiens qui réfléchissent à ces questions. Delphine Maisonneuve, vous êtes depuis 2021 directrice générale du groupe Vive et de Vive 3. Vous êtes diplômée de Centrale Lyon et vous avez réalisé auparavant l'ensemble de votre carrière chez AXA, dans diverses fonctions en France, en Espagne, au Brésil. Vive n'est pas très connu, et plus connu pour ses 3 mutuelles, Harmonie Mutuelle, MGEN et MNT. Et pourtant, Vive est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, avec plus de 10 millions de personnes. Et vous êtes actif dans l'assurance, les soins et le logement. Guillaume Bory, on va continuer avec des anciens collègues. Donc Guillaume Bory, vous êtes un ancien collègue de Delphine, puisque vous aussi, vous avez réalisé l'ensemble de votre carrière chez AXA, où vous êtes entré fin 2009 en stage de fin d'études de Sciences Po. Et vous avez été nommé depuis juillet dernier directeur général d'AXA France, ce qui a fait un peu sensation puisque vous avez 37 ans, mais maintenant avec un Premier ministre de 34 ans, vous êtes largement enfoncé. Hervé Navellou, vous êtes président de L'Oréal France, après avoir depuis 1984 effectué toute votre carrière dans le groupe. Vous êtes diplômé de HEC, vous avez travaillé au Venezuela, en Belgique, en Allemagne, au Mexique, en France et peut-être à d'autres endroits, dans de nombreuses fonctions différentes. Vous avez été 8 ans directeur général de L'Oréal France, donc c'était vous couvriez l'ensemble des 4 divisions du groupe. Et depuis 1 an, vous êtes dans une fonction nouvellement créée de président de L'Oréal France pour faire rayonner l'empreinte économique, industrielle et territoriale de L'Oréal. Je propose d'organiser notre débat de la façon suivante, de commencer par une question préalable, que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles votre entreprise a souscrit à la charte en faveur de l'emploi des plus de 50 ans, qui a été initiée par L'Oréal et le Club Landois. Et ensuite, je propose de structurer notre discussion autour de 4 axes principaux d'action à l'égard des seniors. La question de la lutte contre les stéréotypes, le travail sur l'employabilité des plus de 50 ans et leur santé, la question de l'intergénérationnel et de la transmission des savoirs, et la transition vers la retraite. Je vous demanderai d'être le plus concret possible parce que le but est avant tout de procéder à un partage d'expérience. Chacun doit pouvoir repartir de cette journée en se disant chez Vive, chez AXA, L'Oréal, ils ont telle ou telle bonne pratique, on pourrait essayer nous aussi. Nous garderons une dizaine de minutes, enfin 5-10 minutes, parce qu'à la fin de table ronde pour les questions de la salle. Donc, question préalable, pourquoi êtes-vous ici, sur ce plateau? En quoi la question de l'inclusion des plus de 50 ans est-elle stratégique pour votre entreprise? Et à tout seigneur, tout honneur, Hervé, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue l'idée de la charte et pourquoi L'Oréal a été particulièrement moteur? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de stéréotypes sur ce qu'on appelle les seniors qui courent depuis longtemps. Parce qu'également, la démographie fait que nos populations aussi vieillissent. Et que, moi, encore une fois, j'aime pas tellement le terme des seniors, je préfère les expérimenter. Mais enfin, quand même, les gens qui ont de l'expérience, je trouve, ont besoin d'être valorisés, accompagnés, etc. Donc, pour nous, c'est une évidence. Hein, et je suis assez heureux de voir que depuis qu'on a lancé avec Sybille cette charte et qu'on a réussi à regrouper au départ 32 entreprises, maintenant 47. C'est ça, oui. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Hein. Je crois qu'il y a 90% des entreprises qui ont mis en place, du coup, au sein de ce club,
un plan, des actions. Je crois qu'il y a plus de 130 pratiques qui se sont développées. Donc voilà, il y a au moins une dynamique qui s'est lancée et c'est une très bonne chose. Sachant qu'effectivement, on va en parler. Le sujet, c'est déjà commencer par créer ce lien intergénérationnel. C'est riche, ça, au sein d'une entreprise. Et je pense que c'est bien de le dire, c'est mieux de le faire. Donc, quelles occasions vous créez, quelles actions de mentoring aussi vous développez. Il y a le sujet de la transmission. À mon avis, ça, c'est un truc fondamental. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'exploitent pas, ou en tout cas ne travaillent pas suffisamment, la transmission des savoirs, des pratiques, des expériences, des expérimentés vers les plus jeunes. Donc ça aussi, je crois que c'est quelque chose de très important. Troisièmement, il y a aussi comment accompagner des gens plus expérimentés, justement dans la préparation de la vie d'après. Préparer leur retraite, l'anticiper sur un plan financier, sur un plan activité, etc. Et puis pourquoi pas aussi garder le lien entre ces expérimentés une fois qu'ils sont partis et l'entreprise. Nous, on y est très attachés. On a plus de 450 anciens lauréats qui forment l'association des anciens et qui viennent très régulièrement et qu'on est ravis de retrouver. Donc voilà, donc c'est un besoin de fond et je trouve très, très positif qu'on ait, grâce au Club Landois, pu créer cette dynamique, regrouper les bonnes volontés et avancer du coup aussi en commun. Et on se voit à plusieurs reprises dans l'année, on échange sur les expériences qu'on mène et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va faire progresser la cause. Merci. Guillaume, pourquoi la question de l'inclusion des seniors est-elle stratégique pour AXA? Alors, j'ai le chiffre de 40% de vos salariés sont des seniors, c'est ça? 40%. AXA France, pardon. Chez AXA France, effectivement, bonjour à tous, 40% de nos 13 500 collaborateurs ont plus de 50 ans. Donc on comprend bien que c'est un enjeu absolument... Vous avez un arbre qui est un peu déséquilibré, enfin vous avez beaucoup de seniors, quoi. Absolument. Et c'est l'histoire de l'entreprise qui l'explique, évidemment, et également le fait qu'on offre des parcours de carrière extrêmement complets qui font que généralement la rétention des collaborateurs est très bonne à travers les équipes. Et pour nous, c'est un grand motif de fierté sur un axe qui a été évoqué, mais qui est central dans notre métier, qui est l'axe de l'expertise, de l'excellence technique, de la compréhension des risques. On fait un métier dans lequel il faut du temps pour bien maîtriser les différents risques qu'on souscrit. Et donc, les personnes de plus de 50 ans ont accumulé une expérience considérable. Et donc, on a un enjeu très fort sur la transmission aussi de cette expérience dans un contexte dans lequel, ces dernières années, notamment sous l'effet de la croissance de notre activité, on a recommencé à recruter massivement des jeunes de plus de 25-30 ans. Mais comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on les développe? Donc on a bien vu que cette question intergénérationnelle était aussi centrale. Donc quand vous additionnez la structure démographique de l'entreprise, le fait que l'âge de départ à la retraite est désormais plus tardif, chez nous il est quasiment de 63 ans à l'heure actuelle en moyenne, 62,7 pour être précis. Donc ça veut dire qu'à 50 ans, vous avez encore 13 ans de carrière devant vous. Donc il y a un temps considérable pour faire des choses formidables. Deuxième enjeu, cet enjeu intergénérationnel. Et puis troisième enjeu pour AXA aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles on a rejoint le Club Landois et signé cette charte, c'est la tradition historique de ce groupe d'engagement sociétal. Et donc au-delà de la question de la gestion des ressources humaines, pour nous, il y a un enjeu stratégique qui est comment est-ce qu'on accompagne la société face au vieillissement de la population, qui est un fait, et qui pose énormément de questions, et qui nous oblige aussi à revoir notre approche. Et cette organisation de la vie en 3 temps dont on parle tous, elle est en train de disparaître. Et donc pour l'entreprise, ça ne peut plus être comme ça qu'on regarde le sujet. Il faut qu'on le regarde totalement différemment. Il y a des temps de vie très différents et le temps de l'emploi n'est pas un temps monolithique. Donc ça pose beaucoup de questions aussi en termes d'organisation du travail et par l'échange de pratiques, par la connexion avec beaucoup d'autres entreprises. On a énormément appris et ça nous a aidé à mettre en place notre propre plan d'action. Merci. Même question pour vous, Delphine. Votre groupe, je crois, a rejoint un peu plus tard cette initiative. Et pourquoi? Absolument. Alors, le groupe VIV, c'est déjà un groupe jeune et très décentralisé. On a moins de 5 ans. Donc, on me dit régulièrement VYV. Donc, c'est VIV, effectivement. Et on a un groupe assez particulier puisqu'on a un groupe de santé et de protection sociale. Donc, on a des activités d'assurance. On est typiquement le premier assureur santé. C'est un quart de notre effectif.
mais 3/4 de notre effectif, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, sont dans le soin et l'accompagnement. Donc vous voyez qu'on est sur des typologies de métiers, des problématiques, je dirais, d'employabilité, de capacité à faire son métier, d'expertise aussi, mais qui sont assez différentes entre ces métiers d'un côté de protection sociale et ces métiers de soins et d'accompagnement. Donc pourquoi on s'est intéressé à ce sujet? Parce qu'on s'est dit finalement, au-delà du mais nous on ne fait pas de différence, qui est un grand classique dans toutes les entreprises pour tous les sujets de diversité et d'inclusion, on a dit nous on a la volonté pour toutes nos classes de population, pour tous les âges et les typologies, à ce que chacun puisse pleinement s'engager, trouver du plaisir à travailler. Et finalement, y compris pour les seniors, ça ne va pas de soi. Et on est... alors, nous, les seniors, on ne part pas de 50. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai 50... Oui. Si c'est parce que j'ai 55, mais c'est à partir de 55. Et typiquement, plus de 55 ans, c'est 21% de notre effectif, c'est-à-dire 8 points de plus que la totalité de la société française. Donc on a clairement là aussi une population qui est absolument cœur dans notre capacité à exercer notre métier ou nos métiers. Et puis on a alors comment ne pas laisser sur le bord de la route cette population de plus de 55, elle est parmi les plus engagées de l'entreprise. On a récemment sorti notre nouveau baromètre d'engagement. Les plus de 55 ans sont aussi engagés que les moins de 25 et bien plus engagés que les 35-55. Donc vous voyez qu'il y a réellement un peu là aussi des biais ou des stéréotypes. Donc il y a un vrai engagement. Et pourquoi? Avant tout, pardon, parce qu'il y a une fierté à exercer son métier, une fierté à se sentir utile et donc une fierté dans cette expertise. Mais il y a par ailleurs une souffrance ou une inquiétude à deux niveaux. Très franchement, pas trop sur la préparation de la retraite, même s'il faut le faire, il faut la préparer. Surtout beaucoup sur la capacité à continuer à être employable, à avoir des perspectives, continuer tout simplement à exercer son métier, parce que les métiers du soin, c'est une pénibilité, c'est de la station debout, je ne vais pas vous faire de dessin. Et puis ensuite, c'est aussi une problématique de conjonction de la vie privée et de la vie professionnelle. Alors moi j'ai longtemps été très très investie, je suis toujours dans les sujets d'inclusion des femmes et d'égalité hommes-femmes. Mais clairement, les femmes et les femmes seniors, c'est triple peine. Elles ont eu au départ des sujets, après elles ont dû gérer, parce que c'est pas encore complètement 50-50 la maison, puis arrive cet âge de 50-55 ans, leurs parents ont 30 ans ou 40 ans de plus, et aujourd'hui les danses, d'accord, c'est en très, très, très large majorité l'affaire des femmes. Donc, pour moi, un des sujets d'ailleurs que j'ai découvert et sur lequel on a identifié des pistes de travail intéressantes, c'est de se dire, au-delà des accords, on a déjà des accords d'entreprise avec de l'aidance, puisqu'on a un groupe de santé, on se préoccupe assez légitimement de la santé de nos collaborateurs, mais finalement, comment on peut aller plus loin pour nous, pour nos collaborateurs, pour les entreprises qu'on assure sur ce sujet de l'aidance, parce qu'il y a vraiment un facteur, un impact de fatigue, de charge mentale, de difficulté à compatibiliser une activité très engagée et sa vie personnelle quand on a un sujet d'aidance à régler. Merci beaucoup, oui. Je propose qu'on parle maintenant des axes principaux d'action à l'égard des seniors. Je ne vous interrogerai pas nécessairement tous les trois sur tous les points, mais vous pouvez réagir quand vous voulez. Tout d'abord, le premier point, la question de la lutte contre les stéréotypes liés à l'âge. Le sondage présenté ce matin le montre bien. Être âgé de plus de 50 ans est perçu comme étant le critère le plus discriminant pour une embauche, devant le handicap ou le fait d'avoir un nom à consonance étrangère. Alors, je vais commencer par une question très rapide. Delphine vient de l'évoquer. Est-ce que dans votre entreprise, on parle de senior ? Et à quel âge on est senior ? Je commence ? Oui. Ouais, bon. Écoutez, oui, on parle de senior. Disons un terme relativement commun et courant, mais moi je reviens sur, au fond, la nécessité pour les entreprises comme les nôtres donc, d'être extrêmement proactifs. Donc, j'ai cité notre participation au Club Landois et les convictions qu'on veut pousser de cette manière-là, mais plus spécifiquement au sein de L'Oréal, nous on a à peu près 29% de collaborateurs qui ont plus de 50 ans, et objectivement, ils jouent un rôle
tout aussi fondamentales que les autres. Donc il y a... nous, on a mis en place en tout cas, de la même manière qu'on a un programme pour inclure, intégrer les jeunes, on a un programme qu'on appelle All Generation chez L'Oréal, qui vise là aussi justement à accompagner nos plus de 50 ans. Alors autour de 4-5 axes très forts. Le premier, c'est justement lutter contre les stéréotypes et surtout favoriser les échanges intergénérationnels. De façon très concrète, par exemple, on pousse beaucoup nos plus de 50 ans à faire du mentoring. Hein, en France, il y a et vous-même, interne et externe. Et moi-même, je mentore, je vous l'ai dit l'autre jour, des jeunes collaborateurs. Deuxième, donc ça c'est très important. Et l'autre chose que nous faisons aussi, il y a des journées d'intégration pour les jeunes auxquelles on fait participer aussi nos plus de 50 ans de manière à ce que cet échange naisse déjà à ce moment-là. Vous me disiez, c'est à peu près un cinquième du public quand exactement. Il y a les journées d'intégration. Et c'est pas mal, parce que là aussi se créent des liens et se brisent un certain nombre de stéréotypes, justement. Deuxième sujet pour nous important, et c'est une réalité, c'est comment aussi accompagner sur le plan de la santé et du bien-être on en parlera nos équipes de plus de 50 ans. Oui. Donc là aussi, concrètement, par exemple dans nos usines, dans nos centrales, on prête une attention très importante à tout ce qui est ergonomie. Hein, il y a des formations, des outils qu'on met en place, comme une réalité dont on doit absolument tenir compte. Et de la même manière, on a totalement renforcé tout ce qui est bilan prévention, santé, hein, auprès de ces gens-là, et c'est très important. Troisième élément, vous l'avez évoqué, c'est l'employabilité. Donc ça, c'est fondamental. Nous, les plus de 50 ans chez nous, 80% d'entre eux sont formés tout au long de l'année. Hein, et on le suit, fort heureusement. Et notamment sur, par exemple, autre exemple, dans les usines, dans les centrales, formation de tous les métiers au numérique, au digital. Et puis, plus qualitativement aussi, on a mis en place un séminaire auteurs et acteurs de son devenir professionnel qui amène justement aussi ces plus de 50 ans à bien identifier les need gaps qu'ils ont et pour qu'on puisse répondre effectivement à leurs besoins. Puis après, bon, il y a l'aspect plutôt préparation de la retraite on en parlera que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais voilà un peu concrètement ce qu'on fait. Donc on parle de seniors quand même. Ouais, on parle de seniors, bon, mais enfin... Guillaume, on parle de seniors ? Moi, j'appelle les gens par leur nom, en fait, d'abord. Oui, exactement. Après, c'est le terme qui est utilisé pour les plans d'accompagnement, etc. Mais ensuite, dans la relation quotidienne avec les collaborateurs, j'entends jamais notre DRH est au premier rang, donc je me tourne vers elle, et j'entends jamais ce mot-là au quotidien dans nos discussions, y compris d'ailleurs avec les partenaires sociaux. C'est pas de la façon dont on l'aborde. Alors, Guillaume, quand on monte dans un ascenseur chez AXA, on peut tomber sur une affiche où il est écrit « Sur ce poste, on recherche des candidats jeunes et dynamiques ». Et le mot « jeune » est barré, ce qui donne donc « Sur ce poste, on cherche des candidats dynamiques » et rajouté comme à la main « Et c'est tout ». Ou encore, à 55 ans, il est impossible de changer de poste. Le 1 IM est barré. Et donc, ça donne, il est à 55 ans, il est possible de changer de poste. C'est le message principal de la campagne baptisée « L'audace n'a pas d'âge », pour laquelle, AXA, vous avez eu le Grand Prix Diversité et Inclusion 2023. Comment cette idée s'est-elle imposée ? Si j'ai bien compris, vous avez mené un vrai travail d'enquête avec des ateliers intergénérationnels pour mesurer en quoi cette question des seniors était une vraie question. Expliquez-nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait déjà beaucoup d'actions en faveur à la fois de l'employabilité, de la formation et du développement des plus de 50 ans dans l'entreprise. On avait beaucoup échangé avec nos partenaires sociaux au fil des années sur l'amélioration de ces dispositifs, mais il y a quand même eu à un moment donné une forme d'électrochoc dans l'organisation et ça est venu d'une enquête qu'on fait tous les ans qui s'appelle l'enquête inclusion, qui est pratiquée par tout le groupe AXA dans le monde entier au même moment, chaque année, en général au mois de septembre. Et dans cette enquête, on demande à travers 9 questions à nos collaborateurs de s'exprimer sur est-ce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, est-ce qu'ils se sentent moins bien, sur quelle thématique, est-ce qu'ils sont témoins de comportements qui créent de l'exclusion, est-ce qu'ils en ont été victimes eux-mêmes. C'est entièrement anonymisé et ça nous donne des données extrêmement puissantes pour comprendre mieux et factualiser ce qui se passe. Et il y a maintenant un peu plus de 2 ans, cette enquête, quand on l'a reçue, on a constaté qu'il y avait très clairement un décrochage sur les plus de 55 ans. Et
Dans l'enquête, par données socio-démographiques, on voyait que les plus de 55 ans se sentaient plus exclus que les autres. Et il y avait un décrochage net. Et c'est là qu'on s'est dit, au-delà de tout ce qu'on fait déjà, il faut qu'on se repose la question de qu'est-ce qui se passe concrètement. Et donc, on a travaillé sur 2 choses très rapidement. La première chose, c'est qu'on a cherché vraiment à factualiser par rapport à la perception. L'enquête, il y a beaucoup de verbatim, donc on voyait bien quelle était la perception. Je suis plus promu, je suis finalement jamais augmenté au moment des campagnes d'augmentation individuelle, et ainsi de suite. Donc il y avait tout un tas de verbatim, et là on a factualisé. Et donc ça agissait, ça avait de l'impact sur l'estime de soi et la Exactement, confiance, quoi. et sur le fait de se sentir bien au travail, tout simplement, de se sentir dans la même entreprise que ses collègues. Et ce qu'on a vu en factualisant, c'est qu'on n'avait pas nécessairement de problème sur la rémunération, la promotion. Statistiquement, les plus de 55 ans étaient absolument traités comme tout le reste des collaborateurs et selon les mêmes règles d'équité, qu'on n'avait pas de problème significatif non plus sur les questions d'accès à la formation. 91% des plus de 55 ans font au moins une formation dans l'année non obligatoire, donc à leur discrétion, mais qu'en revanche, on avait un problème de mobilité. La mobilité des plus de 55 ans était globalement chez nous presque 2 fois inférieure à la mobilité des autres collaborateurs. Donc là, il y avait un vrai sujet à traiter. Et après, en creusant ça, on s'est rendu compte que dans la mobilité interne, il y avait un certain nombre de stéréotypes qui sont exactement ceux que vous avez décrits. Et comme toujours dans les stéréotypes, ils s'installent et ensuite ça devient des biais inconscients que tout le monde finalement fait sien. Et donc à l'arrivée, c'était à la fois les managers qui avaient pris l'habitude de se dire, par exemple, là je recrute quelqu'un sur un job qui nécessite beaucoup d'usage technologique, bon, je vais pas prendre un plus de 55 ans parce qu'il ne sait pas s'en sortir avec les outils numériques. Mais, et presque pire si j'ose dire, c'était devenu aussi totalement ingéré par les personnes elles-mêmes de plus de 55 ans qui se disaient « mais c'est pas fait pour moi, je vais pas postuler là-dessus, c'est impossible ». Donc on s'est mis d'arrache-pied au travail sur comment on lutte contre ces stéréotypes et on a non seulement amélioré nos accords en la matière et on a également travaillé sur cette grande campagne qui est vraiment en continu dans AXA France et qui a eu un impact extrêmement fort et autour de laquelle on a également fait un grand événement pour l'ensemble des collaborateurs et qui a joué un rôle vraiment de déclic, d'ailleurs qu'on a pu mesurer avec la nouvelle enquête inclusion qu'on a fait. 10 points exactement, on a gagné 10 points en un an de sentiment d'être plus inclus et avec beaucoup de collaborateurs de toute génération qui nous ont dit « Ah, ça, c'était vraiment le sujet auquel il fallait s'intéresser et vous avez bien fait de réorienter le programme dans cette direction. » Et vous avez aussi une série de 8 podcasts avec des témoignages de 8 personnalités, dont Valérie Damido, David Douillet. Exactement. Donc on a choisi avec le groupe Bayard 8 personnalités de plus de 50 ans qui témoignent sur comment ils se sont réinventés à un moment donné, comment ils ont démarré entièrement une nouvelle carrière et après 50 ans, c'est évidemment possible. Et ça a eu aussi un impact très fort évidemment. Et c'est possible. Vous pouvez tous les voir puisqu'ils sont disponibles sur YouTube. C'est accessible à tous. Exactement. Hervé, chez L'Oréal Paris, vous diffusez jusqu'au 27 janvier sur M6 une campagne Bien avec son âge, où 6 femmes autour de la soixantaine parlent de leur rapport à la beauté. Oui, donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Guillaume, et le sens de votre question. Je pense que c'est vrai que quand j'ai réfléchi d'ailleurs, chez L'Oréal, je me rappelle encore il y a 10-15 ans, il y avait un peu de jeunisme dans nos communications. Quand vous regardez les publicités déjà, commençons par ça, sur nos marques et sur nos produits, aujourd'hui c'est beaucoup plus divers, et on a effectivement là aussi agi pour un peu lutter contre les stéréotypes, et effectivement on a aujourd'hui des égéries qui sont bien au-delà des 50 ans d'ailleurs, on est très fiers de les avoir. À la fois c'est aussi une cible. Oui, mais c'est aussi... Oui, c'est pas faux, Mais cette cible, encore une fois, on l'adressait il y a encore 10-15 ans avec des femmes jeunes. Absolument. Oui, absolument. Et donc c'est important qu'une entreprise comme la nôtre, là aussi, en termes de communication, ait pu faire évoluer les choses. Parce que c'est une façon de lutter contre ces stéréotypes. Et de la même manière aussi en interne, on fait beaucoup de communication interne. Je me souviens très bien que là aussi, à une certaine époque, on montrait que les jeunes, maintenant c'est terminé. Là aussi, on prête attention à vraiment exprimer toute la diversité de nos équipes. Et effectivement, donc, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'on a mené là une action, ou en tout cas un partenariat avec M6, bien avec mon âge, ça c'est la marque L'Oréal Paris, où effectivement,
on met en scène des femmes de 60 ans et plus et qui effectivement racontent de façon très, très spontanée, très naturelle ce qu'elles vivent, comment elles vivent leur beauté, leur âge, et là aussi de façon très, très transparente et très sincère. Delphine, vos managers sont formés à recruter sans discriminer, avec notamment un visa senior, si j'ai bien compris, et une formation e-learning ouverte à tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Absolument, mais c'est le prolongement d'une démarche qu'on a entreprise sur les différents sujets de diversité et d'inclusion. Hein. C'est ce qu'on appelle les visas inclusion, et qui permettent, alors on commence par la première population, qui est la population des RH, parce que il y avait là aussi beaucoup de biais évidemment inconscients, à la fois pour des embauches externes, hein, qui reste encore le sujet sur lequel on est un peu plus à la traîne, et puis les sujets de mobilité interne. Donc on commence toujours par la population RH, et après on élargit avec l'ensemble des collaborateurs. Peut-être ce que j'avais envie de rajouter, et puis c'est très, je dirais, nous on démarre, donc on n'a pas la prétention de pouvoir donner trop de autant de contenu concret, mais je pense que une des grandes chances aujourd'hui, et ce qui doit nous permettre d'accélérer sur ce sujet autour des seniors, c'est qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous avez plus de 300 ou 400 postes ouverts chez moi en soins, sur des infirmières, sur des aides-soignantes, sur des dentistes, je peux vous dire que 50 ans, 20 ans, 63 ans, c'est pas mon sujet. Voilà. Et évidemment, ça n'a jamais été mon sujet, mais concrètement, on va chercher des profils qu'avant, on aurait pu par biais, parce qu'on est biaisé, ne pas aller chercher. Donc il y a je pense ce momentum aujourd'hui qui est d'une part des entreprises comme les nôtres qui ont ce souhait de diversité, d'inclusion au sens large, de capacité à chacun de trouver sa place dans l'entreprise, de donner le maximum de ses talents au service des publics qu'on sert. Et en même temps, un sujet d'attractivité et de besoin de recruter, finalement, sur tout type de job. Alors, j'ai cité les gens en soins, je pense que L'Oréal pourrait citer des profils d'usine ou de commerciaux même combat, profession très sur les SI, la data, enfin, il y a à peu près toutes les professions dans lesquelles on a aujourd'hui une tension en matière de recrutement. Et du coup, le motif qui était quand même le motif principal, parce qu'on parle la techno, etc. Mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai pu entendre ici ou là, c'est oui, mais il coûte cher. Ben oui, mais l'intérim, ça coûte 40% de plus cher. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est à un moment où on peut vraiment provoquer un changement fort dans nos entreprises, parce que par ailleurs, on a une difficulté de recrutement qui fait qu'on peut aller chercher des profils un peu plus divers que ce qu'on avait l'habitude de prendre finalement encore 5 ans en arrière. Ouais. Alors, on va passer à la question de l'employabilité. Effectivement, au groupe Vive, vous avez 45 000 salariés, dont 33 000 sont actifs dans le soin et l'accompagnement, dans les cliniques, les centres de soins, enfin, vous avez évoqué tout ça, du médical, du paramédical. Pour vous, garantir un emploi en bonne santé à vos collaborateurs, c'est le b.a.-ba. Comment vous abordez ces questions ? C'est le b.a.-ba et pourtant c'est pas facile. Et j'ai envie de dire c'est encore moins facile dans les professions du soin et de l'accompagnement. Il est sorti là, très récemment une étude sur la santé des professionnels de santé. C'est juste affligeant. Voilà. Et on ne fait pas exception au sujet. Donc on a à l'intérieur de notre plan stratégique une initiative sur justement toute la partie RH et accompagnement de nos équipes. Et dedans, on a un de nos 5 axes qui est préservation du capital santé de nos collaborateurs. Donc ça passe évidemment de manière générale par un accompagnement en matière de santé mentale, un accompagnement sur le sport en entreprise aussi, qui est un axe de travail extrêmement important pour nous. Et puis concernant les seniors, c'est d'aller de manière plus pointue sur des propositions de bilan, d'accompagnement, etc. Mais on a encore beaucoup à faire, et une fois de plus, sans le traiter de manière, je dirais, généraliste. On doit le traiter, alors on est, nous, organisés de manière décentralisée, les accords et les options se négocient entreprise par entreprise, mais pour autant, c'est pas du tout la même problématique de santé pour une aide-soignante
ou pour quelqu'un qui travaille là dans le 14e dans un emploi de bureau. Donc on doit vraiment être en capacité, et j'ai envie de dire au-delà de vivre sur le marché, d'avoir ce travail branche par branche, activité par activité, qui permettent de dire comment on peut maintenir en bonne santé. Il y a l'employabilité au travers de la formation, de la capacité à avoir de la mobilité, mais il y a aussi la possibilité d'exercer son métier tout simplement parce qu'on est en bonne santé. Et ça, pour nous, c'est un axe majeur sur lequel on commence à avoir des actions, je dirais, très concrètes autour du bilan du sport santé et de la santé mentale, mais c'est vraiment un sujet sur lequel il faudra continuer à progresser. Merci Hervé, même question. L'Oréal, c'est très glamour, mais derrière il y a des usines, comme le disait Delphine, des usines, des centres logistiques, des équipes sur les routes. Vous veillez étroitement à la santé de vos collaborateurs, vous faites la recherche de cancer systématique. Est-ce que c'est systématique? On fait des bilans. Maintenant, vous travaillez sur les bilans, les bilans de prévention et les bilans de santé auprès de nos collaborateurs, notamment ceux qui arrivent aux 50 ans, etc. Ça, on y prête beaucoup d'attention. Même chose que sur les Delphine aussi, sur même la façon de vivre, hein, savoir prendre soin de soi. Donc on fait pas mal de coaching là aussi. Il y a même Michel Simès qui nous aide là-dessus avec des webcasts pour là aussi conseiller nos équipes, alors jeunes et moins jeunes, hein, mais à prendre soin de soi, à savoir faire du sport, à savoir s'alimenter, à savoir trouver son juste équilibre entre sa vie personnelle et sa vie pro. De toute façon, l'entreprise, elle marche si les gens ont de l'énergie. Hein, donc l'énergie, vous ne l'avez que si vous prenez soin de vous. Donc ça, c'est une dimension très importante. Et c'est vrai que pour aller aussi dans le sens de Delphine sur le sujet employabilité, ça, moi, je crois que c'est de toute façon devenu pour toutes nos entreprises, vu le monde dans lequel nous opérons, un must, mais quelles que soient les générations. On doit maintenant être des entreprises apprenantes tout au long de la vie professionnelle. On doit, je pense aussi, susciter, encourager la curiosité de nos équipes, hein, faire en sorte qu'elles apprennent, mais puis qu'elles apprennent à apprendre. Hein, c'est ce que disait François Dalle à une certaine époque. Et donc, effectivement, sur toutes ces transformations massives que nous vivons, le digital, nous, ça a été un immense travail de former toutes nos équipes dans les années 2010. Et tout le monde s'y est mis, les jeunes et les moins jeunes. L'approche aussi développement durable qui est au cœur maintenant de notre modèle. Comment, là aussi, sensibiliser tous les collaborateurs, pas seulement les jeunes qui ont parfois peut-être une conscience plus aiguë, encore que je ne suis même pas certain de ça, parce que je pense que beaucoup de personnes un peu plus expérimentées sont aussi très mobilisées. Donc là aussi, on a vraiment formé massivement les gens. Et maintenant, on va le refaire sur la partie IA. Et là, tout le monde est concerné. C'est pas seulement les jeunes et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on pousse beaucoup. On renforce nos moyens, on renforce nos budgets et on suit, on moniteur effectivement que le collectif a vraiment bien suivi ces programmes-là. Merci beaucoup. On a encore 11 minutes 13 secondes. Donc, Guillaume, vous voulez intervenir là-dessus ou vous voulez qu'on passe au point suivant sur la question de l'intergénérationnel? On peut passer au point suivant. Alors j'ajouterai rien de plus. C'est votre dada, l'intergénérationnel. Donc, chez L'Oréal, donc, vous avez ce programme de mentoring, vous avez cette formation Day One pour les gens qui arrivent dans l'entreprise. Et vous dites que ça se passe mal quand on ne passe pas le relais aux jeunes, enfin que ça pose des problèmes. Expliquez-nous. Parce qu'il faut que Guillaume parle aussi, mais moi, ma conviction, hein, au fond, cette question des plus âgés qui seraient moins productifs parce que moins énergiques, parce qu'un peu endormis, c'est du bullshit, ça. C'est pas du tout comme ça qu'il faut regarder les choses. Je pense, comme le disait Delphine, que le taux d'engagement des plus de 50 ans aurait été supérieur à la moyenne. Et deuxièmement, moi, je regarde la productivité et la complémentarité, pardonnez-moi, entre des expérimentés et des plus jeunes. Et c'est ça qui crée la productivité, la marche et la force d'une entreprise. Et donc, tout l'enjeu, il est là. Il est comment je facilite l'échange, comment j'encourage la transmission, parce que vous avez des expériences parfois incroyables qui, si vous n'y prêtez pas attention, se perdent. Et alors là, pour le coup, même sur un plan économique pour l'entreprise, c'est un drame.
Donc oui, c'est un sujet, en fait, peut-être presque plus sensible que les autres. Et pour être totalement transparent, moi, j'en discute pas mal avec mes équipes en interne, et je veux qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on fait encore là-dessus. Guillaume, effectivement, l'assurance, c'est un métier dans lequel le savoir-faire accumulé est extrêmement important. C'est central, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je rejoins complètement ce que vient de dire Hervé. Toute cette histoire sur la soi-disant baisse de productivité à partir d'un certain âge est complètement fausse. Et en fait, elle est le résultat direct des clichés, des stéréotypes et des biais inconscients qu'on a. Donc c'est nous qui provoquons cette situation. Et je vais l'illustrer par un point très concret qu'on a voulu changer avec les équipes chez AXA France. Dans mes précédentes responsabilités, avant d'avoir le plaisir de prendre la direction générale, je supervisais les activités d'assurance dommages. Et dans nos équipes de souscription, qui sont des équipes dans lesquelles l'expérience est absolument fondamentale, on était dans une situation qui était devenue complètement absurde par des règles administratives internes qui étaient, pour tout dire, idiotes. Quand il y avait un remplacement de départ à la retraite, l'ouverture, je ne vous parle même pas de l'arrivée de la personne, l'ouverture du poste se faisait après le départ de la personne. Donc la personne partait, on ouvrait le poste, il fallait 3 à 6 mois pour faire venir la personne, et elle arrivait, évidemment, il n'y avait aucune transmission. Oui. Et alors ça avait provoqué un truc encore pire, c'est que du coup, dans les équipes, comme ils savaient que cette situation se produisait, et qu'ils ne voulaient pas se retrouver avec un surstock de la personne qui allait partir à la retraite à gérer le jour de son départ, ben dans les 6 derniers mois, on lui donnait le moins possible de travail pour surtout pas avoir à ensuite récupérer le truc. Donc vous aviez l'équipe, le moins possible de travail, la personne dans les 6 derniers mois, évidemment, elle était plus productive puisqu'on lui donnait rien à faire, puis ensuite elle partait. Donc vous accumulez le tout, c'était devenu vraiment absurde. Et là, vous organisez la baisse de productivité et l'absence totale de transmission des savoirs, avec des effets en cascade qui deviennent ensuite très problématiques. Donc on a complètement changé ce dispositif. Désormais, non seulement on ouvre les postes bien plus en avant, mais surtout on impose que le remplaçant soit là au moins 3 mois avant le départ du collaborateur qui va partir en retraite pour qu'il y ait une vraie transmission. Et en fait, dans cette période-là, il devient carrément hyper productif parce qu'il fait son boulot plus la transmission et avec en général un degré d'engagement hyper élevé parce qu'il y a une fierté de pouvoir transmettre cette connaissance. Donc ça, c'est vraiment un exemple très concret, mais qui illustre bien le défi auquel on est confronté et qu'il faut, comme toujours dans ces moments-là, s'attaquer de façon très systématique à toutes les questions, depuis la sensibilisation par les programmes de communication, comme j'évoquais tout à l'heure, jusqu'à le changement des règles administratives de gestion des effectifs partout dans la boîte. On a 6 minutes 56. Delphine, vous encouragez à la AMGN, si j'ai bien compris, vous encouragez le tutorat pour favoriser le transfert des savoirs et des compétences, et vous avez renégocié un accord sur cette question en 2022. Oui, dans chacune des mutuelles, il y a ce type d'accord et ce type d'initiative. En Suisse, il y a le mentorat interne et puis il y a des choses très intéressantes autour du mentorat externe aussi. Hein. Nous, on a lancé un partenariat avec nos quartiers ont du talent. Hein. C'est aussi l'occasion pour un senior. Hein. Moi, senior, j'ai toujours mentoré, c'est toujours un sujet qui m'a passionnée. Puis là, j'ai eu une petite jeune femme de la moitié de mon âge, presque probablement moins que ça encore. Hein. Ça, tu pourras pas me battre, Guillaume, là-dessus. Qui a mentoré. Et voilà, je trouve vraiment c'est très enrichissant de pouvoir aller sur ces sujets de mentorat. Et puis effectivement, ça accompagne à la fois dans la transmission des savoirs et puis dans la transmission aussi de la culture de l'entreprise. Alors, à une époque, on disait ouais, les vieux véhiculent une culture. C'est pas vrai. L'ADN. La culture d'une entreprise, c'est sa capacité à se réinventer, mais c'est aussi son ADN et son histoire. Et donc, quelque part, ce point-là aussi, il est important, cette transmission. Via le mentorat, il se fait aussi par cette culture, cet ADN, ses façons de faire, ses façons de se comporter, etc. Donc, pas qu'on veuille rester dans un moule, voilà, mais il faut prendre les ingrédients du passé, prendre des ingrédients d'aujourd'hui et la perspective du futur et faire évoluer la culture, mais pas passer de la gauche vers la droite. Donc oui, les sujets de mentorat, l'intergénérationnel, le reverse mentoring, quand on a des sujets concrets qui s'y prêtent, voilà, toute une série d'initiatives qu'on peut mobiliser. Mais j'aime beaucoup cet exemple de repeigner un peu les processus et les processus RH pour s'assurer, et c'est vrai pour les seniors comme pour d'autres sujets, s'assurer que finalement, nos processus ne produisent pas de l'exclusion. Et ça, je pense, c'est un sujet vraiment intéressant.
Bravo, on est à 4 minutes 43, donc je propose qu'on passe la parole à la salle. Oui. Bonjour, excusez-moi. Ça marche pas. Attendez, il y a quelqu'un devant. Ah. Pardon. Ah bah il y a des gens partout, donc... Oui. Pardon, excusez-moi. Je relais une petite question de notre live, puisqu'on est suivi en direct sur YouTube. Il s'agit de David Bayard, qui est un autre signataire de la charte de l'acte 50+, chez Decathlon, qui vous demande s'il existe dans vos entreprises une formation des jeunes au management des seniors, des jeunes leaders au management des seniors. Son retour et son expérience à lui, c'est que c'est un vrai levier pour lutter contre les stéréotypes et créer une meilleure communication intergénérationnelle. Quelqu'un veut... Non, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, ça, on l'a pas, mais on va y réfléchir du coup. Pareil. Nous, on a un aspect multigénérationnel, mais pas spécifiquement sur ça, et c'est une bonne idée. Autre question, Oui. madame? Alors, moi, je travaille dans la fonction publique, dans l'armée. Nous, le souci qu'on a au niveau de la fonction publique, c'est que les gens partent et ils ne sont pas remplacés. Ils sont remplacés que 6 mois après ou 1 an après, dans le meilleur des cas, parce que c'est avec c'est ce qu'on appelle le BOP, c'est-à-dire on est obligé de faire un bulletin de fiche de poste. Et le temps que la personne arrive, d'abord, ils mettent 1 an pour nous envoyer à la retraite. Et après, le temps que le remplaçant arrive, il arrive entre 6 mois à 1 an après, parce qu'il faut le financement. Et puis, le temps de le former, il nous faut au moins 6 mois aussi. Donc, l'entreprise, c'est la fonction publique, perd au moins 1 an et demi, en définitive, pour former quelqu'un à la place de la personne qui est partie, quoi. Alors, si ça pouvait être seulement appliqué, quoi, dans la fonction publique, ce que vous faites là, ce serait pas mal. Parce que c'est une fierté pour les personnes comme moi, qui ai 65 ans. Je peux partir à la retraite demain si je veux. Bon, pour l'instant, je ne veux pas. Si je peux rester jusqu'à 70, j'y resterai. D'accord. Merci. Mais pour moi, c'est une fierté de travailler et de transmettre aux plus jeunes et de dire, ben voilà, moi, je sais ça, et de leur expliquer, tout simplement. Encore une dernière intervention, madame? Oui. Oui, vous avez dit que les mots sont très importants. Sophie Schmidt, Seniosphère. Vous avez parlé du mot senior. Je ne vous ai pas entendu parler de l'agisme. Et en fait, vous avez parlé d'agisme pendant toute la partie. Est-ce un choix et faudrait-il utiliser davantage ce terme d'agisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce n'est pas un choix, en tout cas pas pour moi. Et je suis sincèrement pas convaincu que l'utilisation de ce terme nous aide davantage. Je crois qu'il y a une question, il y a un terme global qui regroupe l'ensemble de ce que nous essayons de faire, c'est l'inclusion, et qu'il y en a un autre global pour pointer lorsqu'il y a des difficultés, c'est la question de la discrimination qui doit être, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, rejetée dans les processus et le fonctionnement de l'entreprise. Et partant de là, je préfère toujours travailler autour de ces notions-là, qui me paraissent recouvrir la totalité du sujet qu'on a, parce que l'autre point auquel je tiens beaucoup et nous tenons beaucoup chez AXA, c'est d'éviter toute forme de compétition ou de concurrence entre les différentes thématiques d'inclusion. Il ne peut pas y en avoir par nature, sauf que la tentation est un peu inévitable de temps en temps. Donc je préfère pas utiliser ce genre de terme, mais c'était néanmoins pas volontaire ce matin. Je suis complètement d'accord. Je pense que on n'a pas envie de dresser des catégories les unes contre les autres. Je pense que la richesse, encore une fois, d'une entreprise, et on le sait tous, j'espère ici, tient à la diversité des équipes qui la composent, origine sociale, âge, etc., etc. Et ça rend une entreprise forte, ouverte, curieuse, créative. C'est là-dessus qu'il faut travailler, et donc en veillant à ce que effectivement chaque composante y trouve son compte, s'épanouisse, soit accompagnée. Mais je suis pas trop chaud non plus pour aller parler du jeunisme d'un côté versus l'agisme de l'autre. Alors là, on commence à rentrer dans des trucs un peu idéologues qui me plaisent moins. Delphine, juste un mot? Alors, moi, je n'ai pas envie de réagir là-dessus. Je suis tout à fait alignée avec mes deux collègues. Il y a juste un sujet dont on n'a pas parlé. Je ne vais pas y passer 10 minutes, mais qui me semble être important pour justement être en capacité d'exprimer son plein potentiel quand on a plus de 50 ans ou plus de 55 ans. C'est les danses.
c'est la capacité à trouver des solutions pour les salariés qui vont aller accompagner leurs parents. C'est souvent des femmes, très souvent des femmes. Et ça impacte, ça fait vieillir plus vite, ça provoque une charge mentale incroyable. Et donc pour moi, un des sujets sur lesquels on doit continuer à avancer, dans le cadre de négociations, dans le cadre de services qu'on apporte à nos salariés aux plus de 50 ans, c'est cette capacité à aller trouver des solutions pour les parents, parce que c'est pour le coup une charge mentale, une charge personnelle qui derrière impacte très fortement la capacité à s'épanouir pleinement dans l'entreprise. Très bien. Juste un point pour rebondir sur cette réflexion. L'aidance est au cœur du projet du Club Landois. Nous y sommes particulièrement attentifs. On parle de 11 millions de personnes, 17 millions à horizon 5 ans. Bien évidemment, on voit que c'est très majoritairement des femmes. Si vous le souhaitez, on a pas mal de propositions qui ont été faites en date du 6 octobre, puisqu'on est en lien avec le Conseil économique et social sur ces enjeux-là, de manière annuelle, avec le soutien notamment du groupe AXA, de l'ensemble du Club Landois, du collectif Je t'aide et l'OCIRP, sur lequel il y a beaucoup de choses. Donc je vous invite à le regarder sur notre site. Et ça me paraît indispensable que ce soit un sujet qui soit traité au cœur du dialogue social dans les entreprises. Nous, on a travaillé pendant plusieurs mois sur un accord dédié uniquement à la question de l'aidance, qui je crois a été même signé à l'unanimité. Et depuis 2020, on avait démarré et le nouvel accord a été signé à l'unanimité. Et c'est un sujet absolument central et qui évidemment dépasse en plus les frontières nationales. On le voit évidemment chez AXA. On essaye maintenant aussi d'élargir cette démarche aux autres pays européens. Très bien. Merci beaucoup.